Bien, bonjour mesdames et messieurs. Avant tout, merci de participer à cette seconde journée d'études sur le partage des responsabilités de l'éducation des enfants et des jeunes. Il faut que je parle beaucoup plus fort alors. Alors, je disais merci de participer à cette seconde journée. La journée d'hier nous a beaucoup éclairé sur la notion de responsabilité. Et ce matin, les conférenciers, mesdames Osmond et Dupont, et messieurs Mazereau et de la Jonquière, ont non seulement repris cette notion de responsabilité, mais ont également insisté sur celle du partage, me semble-t-il. En effet, en convoquant des disciplines qui leur sont chères, la psychanalyse, la philosophie, la sociologie, les sciences de l'éducation, et malgré quelques petits désaccords sur l'utilisation notamment ou non de la calculette, les perspectives développées me semblent être très complémentaires, notamment sur cette notion de partage des responsabilités. Au travers des recherches menées, et plus particulièrement des extraits d'entretien menés et analysés par mesdames Dupont et Osmond, nous avons bien compris que, du point de vue des enfants, le partage des responsabilités ne fait aucun doute. Pour reprendre les termes de madame Dupont, dans leur recomposition identitaire, les jeunes sollicitent l'aide des adultes. Sans dénigrer ce qu'ils doivent ou peuvent faire, les jeunes attendent tout de même de la réciprocité. Chez leurs professeurs, par exemple, il est attendu qu'ils soient attentifs, justes, équitables, que les professeurs soient à l'écoute. Il est attendu, nous relatent ces conférencières, que l'enseignant aide sans écraser, qu'il montre une autorité qui élève et non un pouvoir qui asservit. Dans un contexte social où la compétition semble importante, les élèves semblent rechercher une coopération, des enseignants qui soulignent leurs compétences et les encouragent. Ainsi, pour faire face à de nombreuses difficultés et apaiser certaines tensions, travailler au partage des responsabilités semble un chantier indispensable à mettre en œuvre. Léandro de la Jonquière confirme qu'il est effectivement attendu par les enfants que l'adulte le fasse grandir, en le mettant sur le droit chemin. Mais selon lui, deux éléments peuvent empêcher que cette attente de la part des enfants à l'encontre des adultes soit honorée. Le premier est que l'enfant fait une hypothèse. L'adulte connaît le chemin qui fait grandir. Mais est-ce vraiment le cas? Le second élément de sa réflexion est le suivant. Les adultes se sentent-ils suffisamment légitimes pour aider l'enfant dans ce cheminement? Peut-être que l'adulte a lui-même des difficultés à montrer le chemin puisqu'il a lui-même des valises à porter. Ces valises contiendraient, selon le conférencier, notre dette face aux générations précédentes, ce que Léandro de la Jonquière nomme l'universalisme républicain. Mais plus encore, en tant qu'adulte, connaît-on ce chemin? En effet, si de nombreux enfants décrochent, c'est peut-être que l'adulte, le parent, l'enseignant, n'a pas su l'aider à s'accrocher. Philippe Mazereau, dans son exposé, nous montre combien être capable, et notamment à l'école, est important et devient même un leitmotiv. L'école, alors qu'elle avait pour mission de trier, de sélectionner les individus, doit désormais faire avec de nouvelles lois. Elle doit être capable, par exemple, d'inclure des enfants handicapés en milieu ordinaire. Si cette loi paraît louable, il n'en demeure pas moins qu'elle génère de nombreuses contraintes. Les enseignants sont-ils capables de changer? Ils se sentent plutôt démunis, appauvris professionnellement et même infériorisés par rapport à certains parents qui savent mieux s'y prendre qu'eux. Ne faudrait-il pas, comme le propose Philippe Mazereau, faire mieux converger les potentiels pour que certaines contraintes disparaissent? Ne faudrait-il pas, pour les faire converger, savoir partager les responsabilités ou partager un projet commun? Partager un projet commun, comme nous l'avaient dit quelques minutes auparavant Émilie Osmond et Nathalie Dupont. En d'autres termes, prendre ses responsabilités. Finalement, les enfants interviewés par ces deux conférencières semblent particulièrement clairvoyants. Pour mieux leur montrer le droit chemin à ces enfants, il faut leur faire confiance, partager avec eux. Mais ne faut-il pas avant tout nous faire confiance et partager entre nous, adultes, pour ensuite mieux les faire grandir? Au lieu de cela, il semble qu'on se renvoie la balle. Si l'enfant agit comme cela, c'est de sa faute, c'est le prof qui ne comprend rien, ou c'est la faute des parents. Pierre Perrier nous mettait en garde hier en insistant sur le fait qu'il ne faut jamais oublier ces trois acteurs dans nos analyses.
les parents, les enfants, les enseignants. Mais la responsabilité de l'éducation des enfants n'est-elle pas trop mise sur l'un de ces acteurs? Ne responsabilise-t-on pas trop le rôle des familles, par exemple? C'est vers Gérard Néran que je me tourne désormais pour avoir son regard expert sur la question. Gérard Néran qui va vous être préalablement présenté par Julie Delalande. Merci beaucoup Laurence pour ces bilans toujours difficiles, ces ponts. C'est vraiment un des exercices les plus périlleux dans ces journées. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas droit à des repas communs avec les autres quand on doit travailler le midi à ces petits papiers. Voilà, donc j'ai le grand plaisir d'introduire et de présenter Gérard Néran, qui est sociologue, qui travaille à Toulouse au sein de l'université Paul Sabatier Toulouse 3, donc, et qui est membre du laboratoire Prisme, au sein duquel il est dans l'équipe donc sport, organisation et identité. Mais Gérard Néran est aussi depuis longtemps, a été longtemps chercheur indépendant, et à ce titre, il a créé le laboratoire CIMERS, qu'il dirige toujours, donc un laboratoire interdisciplinaire d'études et de recherche en sciences de l'éducation, un laboratoire associatif. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est bien. Oui, voilà. Un beau lapsus. Oui, oui, mais bon, c'est voisin tout ça. Voilà. Et donc il travaille depuis longtemps, depuis de nombreuses années, sur l'évolution de la famille, dans son lien avec la société civile, avec la vie associative et avec les institutions. Dans ces derniers ouvrages, qui nous a fait le plaisir d'apporter, donc on va pouvoir même repartir avec ces livres, dans ces derniers ouvrages, donc, il met en valeur la manière dont les fonctionnements privés à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire notamment dans les relations de couple, dans les relations aussi parents-enfants, comment ces relations privées sont contraintes par le politique. On a d'ailleurs bien senti aussi dans les interventions précédentes comment la famille n'était pas un électron libre, mais était bien fonction d'un contexte social. Contraint par le politique, donc, contraint aussi par ce contexte-là, c'est-à-dire par des projets politiques qui se déclinent dans les institutions d'État. À partir de son regard de sociologue, il va chercher dans les disciplines voisines, on le voit bien dans ses ouvrages, pour construire son analyse. C'est-à-dire qu'on voit bien, et je le souligne parce que c'est aussi une des ambitions de notre équipe, Enfance, Jeunesse et Culture, on l'a vu aussi dans la composition des intervenants, il s'appuie donc sur les travaux menés en histoire, bien sûr, on a toujours besoin de cette dimension historique pour réfléchir, mais aussi en droit, on le voit avec les collaborations dans ses écrits, en psychologie, en psychanalyse, en anthropologie. Donc quelques mots sur ces derniers ouvrages que vous pourrez trouver ici. En 2011, un titre évocateur, « Soutenir et contrôler les parents, le dispositif de parentalité ». Ça n'était pas dans le souhait que l'on contrôle les parents, comme on pourrait peut-être mal interpréter ce titre, mais au contraire un titre qui disait déjà comment l'État, en même temps qu'il soutient les parents, les contrôle à travers son dispositif ou ses dispositifs autour de la parentalité. En 2013, donc, il a coécrit avec Michel Thor et Marie-Dominique Villepère « Père, mère, des fonctions incertaines, les parents changent, les normes restent, point d'interrogation ». Un livre dans lequel il interroge les normes autour des fonctions maternelles et paternelles, et ils interrogent, et il regarde en quoi elles influencent ces fonctions, ces normes, pardon, comment elles influencent les pratiques professionnelles de celles et ceux qui sont amenés à rencontrer des parents. Tout frais, en 2014, voilà. Oui, il n'est pas forcément. Avec Sarah McBool, voilà, un titre d'actualité, du coup. Corps sexué de l'enfant et normes sociales, la normativité corporelle en société néolibérale. Ici, les auteurs, Sarah McBool est juriste, analysent le processus de prescription des normes corporelles sexuées aux différents niveaux où ils se situent, c'est-à-dire des normes d'attitude aux normes juridiques.
Ils analysent les façons dont ces normes corporelles sont mises en discours par les savoirs issus des sciences humaines, comment elles sont formalisées par le droit et par les institutions, et enfin diffusées par les médias en direction des enfants, de leurs parents et des autres adultes. Donc, on l'aura compris, une des questions fortes du travail de Gérard Nérin, c'est la question des normes, en particulier celles qui construisent la famille, j'allais dire qui se construisent dans la famille, mais également qui construisent la famille, qui la contraignent à travers les institutions qui la dirigent, mais aussi celles qui construisent le genre masculin et féminin dans le couple et pendant l'enfance. Alors, plus précisément par rapport à notre problématique du jour, comment expliciter la relation entre ces réflexions et nos journées, peut-être, telles que nous l'avons pensé, en tout cas en construisant ces journées. Le propos de Gérard Nérin devrait nous permettre d'approfondir un des points qui nous préoccupe dans le projet de ces journées, c'est-à-dire la question de la responsabilité des adultes face à l'éducation des enfants et des jeunes. Qu'est-ce que notre société propose comme organisation de ces responsabilités et comme modèle d'intégration? Dans quelle mesure les différents acteurs ont le sentiment d'être responsables et comment ils partagent les responsabilités? Il me semble que ce que montre Gérard Nérin, en tout cas dans ses écrits, on verra ce qu'il me dit aujourd'hui, c'est la manière dont un projet politique impose aux acteurs un modèle d'action en fonction d'un modèle de représentation. En l'occurrence, comme il le résume très bien, en tout cas dans le résumé que nous avons sollicité pour chacun des intervenants pour ce programme, les politiques publiques, dans une logique néolibérale, affirment que les parents sont les principaux acteurs de l'éducation des enfants, alors même que les enfants sont de fait socialisés par d'autres personnes. Et en premier lieu, ils sont socialisés à l'école puisqu'ils ont cette fonction d'écolier. Les politiques publiques font donc comme si les parents tenaient les rênes, alors que ces rênes sont partagées avec d'autres institutions. Dans ce processus, ces politiques publiques désignent les parents qui ne répondent pas aux attentes des pouvoirs publics, qui ne sont pas conformes aux normes sociales. Ils les désignent comme seuls responsables, ou responsables premiers, des difficultés qu'ils rencontrent. Par conséquent, on pourrait dire, en reprenant les termes de ma conférence d'ouverture d'hier, que la politique menée et ses mises en acte retirent aux acteurs les plus faibles, pour reprendre aussi l'expression d'acteurs faibles qui a été utilisée par par Pierre Perrier, retire donc à ces acteurs les plus faibles, les plus vulnérables, un peu de leur possibilité d'agir en les contraignant à entrer dans un modèle de représentation, tout en les désignant comme non conformes, mais responsables cependant. Donc, quelque part, on pourrait dire presque coupables. Si je dis qu'il leur retire un peu de leur possibilité d'agir, c'est parce que le projet politique et sa mise en acte leur impose un modèle d'éducation des enfants et un modèle de représentation, mais aussi, et peut-être que Gérard Nérin reviendra sur ce point, un modèle de construction du genre. Voilà. Merci Julie pour cette présentation très, très riche. Et merci au CERSE pour cette invitation qui m'a permis de goûter les délices de la région, délices d'ailleurs aussi bien climatiques que gastronomiques. Donc, comme on l'a évoqué, mon propos va plus se situer du côté de la famille que de l'école, contrairement bien sûr à la majorité des approches qui ont déjà été effectuées. Et plutôt, je dirais aussi du côté de la socialisation que de l'éducation. L'éducation, dans ma représentation, étant la partie, je dirais, la plus consciente, rationalisée de la socialisation, celle qui renvoie à des stratégies éducatives, alors que le processus de socialisation est sans doute plus complexe, et on le voit bien avec notamment l'impact qu'ont aujourd'hui les médias dans ce processus. Alors, juste une précision sur le titre. J'ai un peu modifié le titre de mon intervention, qui était « Divergence d'intervention des politiques publiques dans la socialisation des enfants et des jeunes selon leur situation sociale ». En fait, au fur et à mesure que je l'écrivais, je me disais il y a quelque chose qui me gênait dans cette formulation.
notamment cette idée que la situation sociale renvoyait essentiellement dans l'imaginaire qu'on peut en avoir ou la représentation qu'on en a, à l'appartenance à un milieu social. Donc en fait, comme je vais parler de l'intrication entre l'appartenance à un milieu social et à un genre, j'ai un peu changé le titre et il est désormais une régulation incertaine des politiques publiques dans la socialisation des enfants et des jeunes. Vous voyez, il y a l'idée de régulation, mais aussi l'idée d'incertitude qui est très présente, je crois, aujourd'hui dans les politiques publiques. Alors, il a été rappelé lors de ce colloque à quel point la socialisation des enfants et des jeunes participe de plus en plus aujourd'hui d'une confrontation qui est loin d'être toujours harmonieuse, bien sûr, entre les influences d'instances de socialisation qui sont disparates, on l'a évoqué à plusieurs reprises, et qui sont loin de toujours œuvrer dans le même sens. Donc on est effectivement dans un contexte un peu où ça tire un peu dans tous les sens, qui est parfois conflictuel. On va parler de la famille, des médias, des modes d'accueil de la petite enfance, des pères, du monde associatif, de l'école, des institutions de soins ou d'intervention sociale, etc. Donc il y a tout un ensemble d'instances qui ont une fonction éducative et je dirais même plus de socialisation. Donc face à cette complexification de la socialisation, l'État, il voit son rôle de manager en quelque sorte s'intensifier. Même si d'ailleurs depuis le 19e siècle, il s'est toujours donné pour mission d'essayer d'harmoniser les influences éducatives dans ce double objectif, à la fois de contrôle gestionnaire en quelque sorte des populations, et aussi d'intégration sociale de celles-ci. On l'a évoqué là aussi hier, et ce d'autant plus à partir du moment où se stabilise la République, donc la Troisième République, et que donc l'objectif de solidarité sociale va s'affirmer de plus en plus à partir de ce moment-là. Donc si on analyse la formalisation, cette formalisation des politiques publiques en direction de l'enfance et de la jeunesse depuis cette époque, on constate qu'il y a un double mouvement en fait. Elle s'est toujours partagée entre, d'une part, une volonté généraliste, d'application globale des principes de la démocratie, exemplairement bien sûr avec les lois Jules Ferry sur l'école, qui la rend laïque, gratuite et obligatoire pour l'école primaire, ou bien l'application des découvertes de Pasteur, par exemple, à la gestion sanitaire de la petite enfance. C'est bien une logique généraliste et globale, et en même temps, et en parallèle, une démarche singulariste, notamment qui vise la gestion des franges, je dirais, les plus précarisées de la population, et donc le contrôle des dérives comportementales ou situationnelles des parents ou des enfants qui sont susceptibles de contrevenir à l'ordre public, comme on dit si bien. Donc, ça va être, par exemple, les centres maternels ou les divers dispositifs de protection de l'enfance. Donc, il y a cette double dimension des politiques publiques, à la fois générale et spécialisée. D'ailleurs, certaines institutions, comme par exemple la PMI, la protection maternelle et infantile, elles se trouvent de fait écartelées entre ces deux logiques, puisque ce sont des institutions en fait à vocation généraliste qui sont pourtant vécues comme s'adressant plutôt aux défavorisés. Et la PMI est tout à fait prise dans ce conflit de représentation caractéristique de son positionnement depuis sa création donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la sortie des 30 Glorieuses et la logique de l'État-providence, avec le choc pétrolier des années 74-75, effectivement, on sort d'une période de croissance quasi ininterrompue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette sortie des 30 Glorieuses, ce passage, enfin, cette prise de distance avec ce qu'on appelait l'État-providence, elle se marque du passage à un État qui va progressivement affirmer de plus en plus son caractère néolibéral. C'est-à-dire que de plus en plus, il va inciter en quelque sorte la société civile, les associations, etc., à prendre en charge les effets de la précarisation socio-économique sur les familles.
Ça va être le développement de tout un ensemble d'initiatives associatives dans les années 80, par exemple, depuis les crèches parentales, les lieux d'accueil enfants-parents, jusque plus récemment au Resto du Cœur. Donc on est effectivement dans une logique un peu de délégation aux associations d'un certain nombre des prérogatives de l'État social antérieur. Ce passage, on est dans ce passage à ce que Donzelot, qu'on a cité aussi, et Estèbe appellent l'État animateur. Et donc, ce passage à un état animateur, il rompt cependant pas avec cette dichotomisation des logiques que j'évoquais tout à l'heure, et donc la divergence des pratiques selon les milieux qui sont visés, je dirais presque bien au contraire. Ce que j'essaye d'analyser dans mon petit livre sur le dispositif de parentalité, la soutenir et contrôler les parents, avec ce titre un peu provocateur qui m'est souvent revenu de la part des professionnels. Oui, mais nous, on est là pour soutenir, on n'a pas envie de contrôler. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Effectivement, c'est une logique globale qui met en tension un peu ces deux dimensions. Donc, ce que j'essaye d'analyser, c'est la cristallisation, effectivement, à la fin des années 90, au début des années 2000, de ce que j'appelle, en reprenant un peu l'expression de Foucault, un dispositif de parentalité. C'est-à-dire quelque chose qui est une mise en réseau, une organisation d'actions, de dispositifs locaux qui existaient jusque-là et qui trouvent un sens sous l'action des institutions et de l'État. Donc on va voir à la fin des années 90, se cristalliser cette démarche d'unification, de mise en réseau des actions en direction des parents. Et dans les années 2000, on va voir s'affirmer des démarches assez antagonistes, justement à l'intérieur de ce dispositif de parentalité en construction, entre d'une part des logiques de soutien et d'accompagnement des parents, qui vont se développer progressivement de plus en plus, et d'autre part des logiques qui sont beaucoup plus de contrôle. Et je vais essayer d'expliquer un peu plus comment cela va s'exprimer. Et notamment, ces logiques ont à se confronter à comment réguler au mieux la gestion des populations jeunes et les éventuelles dérives dont elles peuvent être le support, avec tout le discours sécuritaire qui va se développer dans les années 2000 et que l'on connaît bien. Donc c'est vrai que mes travaux qui portent sur l'enfance et la jeunesse sont tous traversés par cette tension qui parcourt les politiques publiques, qui les incite à orienter d'ailleurs la recherche selon les questionnements du moment. Et donc tour à tour, je vais m'intéresser à la place des enfants après la séparation de leurs parents, à partir des années 90, notamment sous l'impulsion de la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale. Tout un ensemble d'appels d'offres, de recherche sont lancés sur les questions des séparations conjugales et leurs effets. Je vais travailler aussi sur les associations qui accueillent les enfants et les jeunes, notamment ces nouveaux dispositifs associatifs à destination des parents que sont les lieux d'accueil enfants-parents, et plus généralement les différents modes d'accueil de la petite enfance. Je vais travailler avec des collègues pédopsychiatres et psychanalystes sur la question de la prévention précoce des troubles de la relation parent-enfant, 2 ou 3 ans avant que cela vienne sur la scène publique. J'y reviendrai avec tout le mouvement Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans, à la suite de la tentative par le ministre de l'Intérieur de l'époque, en 2005, d'intégrer dans son projet de loi sur la prévention de la délinquance cette idée qu'il serait possible de prévenir la délinquance dès l'âge de 3 ans. Donc bien sûr, ça a eu un grand écho, puisque ce mouvement a lancé une pétition qui a recueilli 200 000 signatures. Et ce qui a permis de retirer du projet de loi la dimension en question. Et puis, ensuite, j'ai été amené à travailler sur cette question de la promotion sociale de la parentalité. Pourquoi on parle tant, à partir des années 90, dans les discours publics, de la parentalité, alors que les anthropologues en parlaient
dès les années 30 avec Malinowski et tous les anthropologues fonctionnalistes qui approchaient la parentalité par le biais des fonctions parentales, alors que les psychanalystes dès les années 50-60 en parlaient à l'aide, en abordant beaucoup plus la question du lien psychique parent-enfant et des affiliations psychiques, en différenciant une maternalité d'une paternalité qui sera ensuite les deux étant reliés dans l'idée de parentalité. Donc il y a déjà toute une tradition, enfin plusieurs traditions différentes de la parentalité dans les sciences humaines et sociales. Et lorsque le terme vient dans le discours public, dans les années 90, dans les médias, et reprise par les discours politiques, évidemment, il peut y avoir des confusions de sens compte tenu de la diversité des façons dont on peut l'utiliser. Et puis, dernier travail, on vient d'évoquer la socialisation corporelle et de genre, dont il se trouve qu'à l'heure actuelle, elle trouve un écho inattendu, avec un certain nombre de discours publics qui dénoncent la question du genre comme ne devant pas être évoquée à l'école. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, première dimension que je vais aborder pour montrer cette tension dans des référentiels en quelque sorte de l'action publique en direction des parents et des familles, c'est la question de la préséparation. Parce qu'il me semble que la préséparation est vraiment un révélateur de l'ambiguïté de la gestion sociale en ce qui concerne les familles. Je crois que l'une des premières manifestations de cette dichotomie sur lesquelles j'ai travaillé, elle réside justement dans les divergences de stratégie de la préséparation conjugale, et notamment selon les milieux sociaux. Vous savez comme moi qu'à partir de 1975, donc la loi de 1975 qui réintroduit le divorce par consentement mutuel, jusque-là on ne pouvait divorcer que pour faute. Alors je dis réintroduit parce que, évidemment, les révolutionnaires, dans la Constitution de 1792, étaient très en avance sur leur temps. En même temps que le mariage civil, ils avaient introduit le divorce, et un divorce qui était très facile. Mais bon, il sera recadré par le Code Napoléon, il disparaîtra avec la restauration de la royauté. Donc quand il réapparaît en 1884, c'est uniquement sous la force du divorce pour faute, sous la forme du divorce pour faute, et ça va fonctionner comme ça pendant près d'un siècle. Un divorce donc, qui ne remet pas vraiment en question l'institution du mariage. Et donc, en 1975, non seulement on introduit le divorce par consentement mutuel, mais on change de principe de gestion de la préséparation. Ça ne va plus être la faute d'un des parents, mais ça va être l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc on met l'accent véritablement, à partir de ces années-là, sur la question de l'enfant comme étant la question qui va devenir de plus en plus centrale à l'intérieur de la famille. Donc, si la référence à l'intérêt supérieur de l'enfant devient, dès 1975, le principe de gestion, il s'accompagne, je dirais, avec la création de l'allocation de parents isolés qui date de l'année suivante, en 1976. L'API est créée en 1976. Ça s'accompagne d'un effet de renforcement, je dirais, d'une sorte de double standard familial. C'est-à-dire l'affirmation de plus en plus de la liberté qui est laissée aux parents aisés, les parents des couches moyennes, notamment ceux qui ont fait des études, d'organiser leur vie au regard du nouveau modèle qu'ils portent, c'est-à-dire un modèle égalitaire, ce modèle qu'on va qualifier par le terme de démocratie familiale par la suite, donc qui va mettre en œuvre le double travail des conjoints, l'égalité parentale, l'égalité parent-enfant. Et puis, en parallèle, en ce qui concerne les couches populaires, on va se rabattre sur le modèle asymétrique de la femme au foyer et de l'homme gagne-pain, en quelque sorte. Que réactif, par exemple, une disposition qui est comprise dans l'allocation parents isolés, c'est-à-dire l'obligation de vivre isolément pour garder le droit de bénéficier de l'API. Et en fait, on voit bien que là, on est dans une double gestion des modèles familiaux. On a un modèle démocratique appliqué aux couches moyennes et un modèle plus traditionnel, plus asymétrique, appliqué aux couches populaires où si une femme qui est séparée, donc du père de ses enfants, rencontre un nouveau partenaire, tout de suite, il doit prendre la place du père vacant, en quelque sorte, et non pas seulement celui de l'amant de cette femme. Et donc, il est investi d'une responsabilité qu'il n'avait pas forcément demandée. Comme le disaient dans leur petit livre « Penser les politiques sociales » Comaille, Strobel et Villach, je les cite, les évolutions du droit civil et du droit social témoignent de ces ambivalences. Progressivement, s'impose en France, comme dans tous les pays développés,
un droit civil libéral et égalitaire. Bon, ça c'est clair, et on en voit le prolongement aujourd'hui. En même temps, le droit social et celui de l'aide sociale sont appelés à traiter de nouveaux risques familiaux et sociaux. Les désunions, l'isolement, le non-paiement des pensions alimentaires. À l'inverse du droit civil, ils ajoutent, il risque alors de devenir plus normatif, voire tutélaire. Et ils donnent comme exemple le contrôle de la situation d'isolement des bénéficiaires de l'allocation de parents isolés, qui peut rechercher les indices de la présence d'un éventuel conjoint dans les lieux les plus intimes, la chambre, la salle de bain, en fournit un exemple particulier. Donc on est effectivement dans ce double fonctionnement. Donc les politiques publiques sont confrontées alors à un double paradoxe. C'est-à-dire qu'elles doivent à la fois harmoniser les référentiels juridiques, des référentiels qui, d'une certaine façon, traduisent les divergences d'attitudes, les divergences de pratiques à l'intérieur des familles, puisque toutes les familles, évidemment, ne fonctionnent pas de la même façon, selon les milieux sociaux, bien sûr, les milieux populaires restant dans une vision, on va dire, plus traditionnelle, et la nouvelle vision, c'est les couches moyennes qui la portent, et puis aussi selon les situations relationnelles qui sont parfois complexes. Donc, ils doivent harmoniser les référentiels juridiques, ces politiques publiques, et en même temps, elles doivent répondre à des effets différenciateurs des situations qui sont différentes. Donc, elles doivent aussi gérer, en ferme, des contradictions. De logiques contradictoires sur la situation des hommes et des femmes après séparation qui font qu'on va parler, après séparation, plutôt pour les pères, en termes de désaffiliation paternelle, en reprenant le terme de Castel, effectivement, une enquête des années 80-86 montre que près de 60% des pères, quelques années après la séparation, ne voient plus du tout ou très rarement leurs enfants. C'est énorme. Donc, effectivement, un risque de désaffiliation paternelle qui remet en question l'équilibre des filiations qui est caractéristique de notre système de parenté. Donc, ça va quand même assez loin. Et les politiques publiques vont réagir à cette situation. Et deuxième, le pendant de cette désaffiliation paternelle, c'est un risque de précarisation maternelle en situation monoparentale qui lui aussi va devenir de plus en plus prégnant, puisque aujourd'hui, on estime qu'il y a plus d'un tiers des femmes en situation monoparentale qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, effectivement, on voit bien que les risques sociaux se répartissent différemment, à la fois selon les milieux sociaux et selon les genres. Donc, mes travaux sur la résidence alternée, d'une part, sur la précarisation monoparentale un peu plus tard, m'ont confronté donc à cette divergence des effets des séparations selon le genre, et donc à l'existence, de fait, d'un rapport différencié à l'enfant, qui s'exprime évidemment différemment selon les milieux sociaux. Donc toute la complexité des analyses des évolutions familiales tient aussi là-dedans. C'est-à-dire que non seulement il y a une évolution globale qui va dans un certain sens, mais elle suit des rythmes et des trajectoires différentes selon les milieux sociaux et aussi selon les histoires personnelles. Donc on est quand même plutôt dans la préservation d'un modèle familial qu'on peut qualifier de naturaliste et d'asymétrique pour les couches populaires. Naturaliste parce que c'est en référence à la nature qu'on va justifier les différences des positions, des places des hommes et des femmes à l'intérieur de la famille, en disant, ben voilà, ça renvoie à la différence des places dans la procréation, je ne développe pas. Et le nouveau modèle familial dit démocratique, égalitariste, mais aussi individualiste, qui est plus celui porté par les couches moyennes. On sait qu'une façon de répondre à ces contradictions a été de promouvoir ce que certains ont appelé un féminisme d'État. Un féminisme d'État qui prend notamment toute son ampleur dans les années 75 à partir de la loi Veil jusqu'à la fin des années 80, qui s'est efforcé d'affirmer, à côté de l'égalité entre les sexes, une égalité entre les parents aussi, dont on sait qu'elle n'a pas toujours été sans difficulté, puisque, comme je viens de le dire, elle portait sur des situations très diversifiées dans cette intersection du sexe et du milieu social. Donc, ainsi que je le rappelais dans un texte que j'écris sur le caractère ambigu des politiques publiques en ce qui concerne la référence à l'enfant, à son lien donc différencié à chacun de ses parents, dans la représentation sociale qui reste toujours très active, l'intérêt de l'enfant, il est
toujours plus ou moins irrémédiablement rattachés au primat du maternel. Et ça continue dans beaucoup de discours à être de cet ordre-là. C'est d'ailleurs une tension qui traverse les discours psy et cliniques à l'heure actuelle, qui est très forte entre ceux qui sont toujours dans, en quelque sorte, la réitération des formulations concernant les fonctions parentales qui étaient celles des années 50-60, avec, bon, on connaît bien Winnicott d'un côté, Lacan de l'autre, qui renvoie la mère d'une part à la dimension du soin, d'autre part le père à la dimension de l'autorité. Donc on est toujours quand même dans cette représentation que l'intérêt de l'enfant, il est rattaché au primat du maternel, ce qui est conforté par un certain nombre de mesures de promotion du retour au foyer des personnes en situation précaire qui sont essentiellement des mères, avec le travail à temps partiel dont on sait qu'il est quasi exhaustivement, enfin presque féminin. Donc le double standard continue à fonctionner de fait, même si l'idéal d'égalité est mis en avant. Peuvent y être rattachés, me semble-t-il, les indécisions et les atermoiements concernant la reconnaissance de la résidence alternée. La résidence alternée ne va être reconnue sur le plan juridique comme étant une des solutions possibles après séparation des parents, au même titre que la résidence chez l'un des parents, seulement en 2002. Soit quand même 32 ans après... non, je ne sais pas compter là, ma calculette. Si, oui, 32 ans après le remplacement dans la loi de 1970 de la puissance paternelle par l'autorité parentale exercée conjointement par les deux parents dans la famille unie. Donc effectivement, la loi de 70, celle qui remplace l'idée de puissance paternelle, l'idée que le père est le chef de la famille, par l'autorité parentale exercée conjointement par le père et la mère, c'est la loi qui inaugure en quelque sorte la sortie de la référence patriarcale dans la gestion de la famille. Donc c'est pour cela qu'elle est particulièrement importante. Mais on voit bien que pour la gestion de la préséparation, c'est plus compliqué. Il a fallu les lois de 87 et 93 qui ont introduit l'idée d'autorité parentale partagée, y compris après la séparation conjugale, et la loi de 2002 qui a reconnu la résidence alternée comme étant une possibilité aussi légitime que la résidence chez un des parents après la séparation. Donc en fait, le principe de coparentalité effective se révèle difficile à accepter et à mettre en œuvre dans toutes les situations. En témoignent d'ailleurs aujourd'hui d'autres débats, celui sur les familles recomposées, la place, le statut du beau-parent, etc. Et celui encore plus chaud, bien sûr, sur l'homoparentalité, qui est un des pierres d'achoppement des discussions à l'heure actuelle. Donc on le voit dans ces ambivalences de la gestion sociale à l'égard de la place de l'enfant dans la famille et dans la société, deux dimensions apparaissent étroitement mêlées, celle de l'appartenance à un milieu social, d'une part, et celle de l'appartenance à un sexe, en d'autres termes, la position sociale et le genre. Donc on va retrouver à de multiples niveaux cette tension entre deux référentiels divergents de gestion de l'enfance et de tous les acteurs qui l'encadrent, qui lui donnent sens, bien sûr, notamment par rapport à ceux qui sont présentés comme centraux, on l'a évoqué tout à l'heure dans les discours sociaux, c'est-à-dire les parents, avec justement le développement des politiques de soutien et aussi de contrôle de la parentalité. Ça va être ma deuxième partie, l'affirmation d'un double référentiel dans le dispositif de parentalité. Alors vous voyez que moi je ne suis pas issu de la science de l'éducation, je n'avais pas fait un PowerPoint. Je m'en excuse. Donc le développement des politiques de soutien aux parents, effectivement, il s'affirme dès les années 90. Autour justement de cette question de l'éducation à donner aux enfants, dans un mouvement qui là aussi est lui aussi assez contradictoire, parce que vont se développer en effet tout un discours dont on a bien vu à quel point il était inadéquat hier, accusant certains parents de démission face à ce qui apparaît comme la montée des incivilités enfantines et adolescentes, voire la montée de la délinquance. Vous savez comme moi que c'est très controversé, cette idée qu'il y aurait montée de la délinquance. Un certain nombre de travaux sociologiques l'ont remis en question. Par contre, au niveau des représentations, on est tout à fait dans cette idée que la délinquance a beaucoup augmenté, alors qu'au niveau des pratiques, c'est quelque chose de beaucoup moins sûr.
Mais effectivement, ce discours qui accuse certains parents de démission par rapport à leur fonction éducative, qui les renvoie à la responsabilité centrale quant à ces dérives des enfants ou des adolescents, qui reste un discours quand même assez marqué à droite sur l'échiquier politique. Le gouvernement de gauche de la fin des années 90, et notamment le délégué interministériel à la famille donc de ce gouvernement Jospin, Pierre-Louis Rémy, va y réagir, hein, et donc va mettre en avant, suite à la loi, suite à la réunion sur la famille de 1898, va promouvoir la création en 1999 des fameux réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, les REAP, hein, qui ont une fonction départementale et qui progressivement vont voir le jour dans tous les départements. Se formalise donc ainsi, hein, et je passe bien sûr sur la complexité de ce processus, je n'ai pas le temps d'évoquer, en même temps que cette institutionnalisation officielle d'un dispositif de parentalité, en fait, l'opposition qui va très vite apparaître entre les deux façons de concevoir les places des parents dans l'éducation et donc le soutien qui peut y être apporté. Je dirais, entre d'un côté une visée qui promeut plutôt un accompagnement prévenant, hein, un soutien accompagnant les parents dans une perspective qui se veut laisser au centre les parents et les aider à utiliser leurs propres ressources pour répondre à leurs difficultés, et puis un contrôle, hein, qui va venir plutôt a posteriori et qui va de ce fait se révéler beaucoup plus répressif avec l'évolution des discours sur la prévention de la délinquance. Cette tension, effectivement, devient particulièrement vive dans les années 2000 avec le développement des politiques sécuritaires et donc avec l'affirmation de la logique néolibérale aussi et parallèle de gestion managériale de l'ensemble du secteur social et éducatif. Parce que depuis que Foucault, on le sait, et ça a été repris par un certain nombre de chercheurs, quelle est la caractéristique du néolibéralisme par rapport au libéralisme? C'est que le néolibéralisme, c'est pas seulement un approfondissement de la théorie libérale à l'intérieur du champ économique, c'est aussi une volonté de gérer l'ensemble du social avec un référentiel économique. Et donc le néolibéralisme, c'est l'application à l'ensemble de la société, le social, l'éducatif, le sanitaire, hein, d'une logique qui est essentiellement référée à la logique économique. Et donc, c'est tout à fait logique, en quelque sorte, que le modèle soit un modèle managérial qui soit mis en avant à partir des années 2000. Ce d'autant plus que ça s'articule sur toute une rhétorique, hein, d'économie que l'État a besoin de faire dans un contexte de crise, hein, ce qui n'a pas empêché la crise de 2008, qui est typiquement une crise néolibérale traduisant entre autres l'affaiblissement de l'État par rapport à la gestion de la société, bien sûr. Donc, on voit que cette logique néolibérale de gestion managériale de l'ensemble du secteur social, sanitaire et éducatif pose question, et notamment aux professionnels de ces intervenants dans ces secteurs, hein, qui se retrouvent à devoir évaluer leurs actions avec des critères de flux, de coûts, hein, en termes quantitatifs, des actions qui sont essentiellement qualitatives. Donc là, il y a un retour et un malaise qui se crée et qui s'amplifie au sein de ces professions, hein, qui vient parler des contraintes assez contradictoires qui sont envoyées en direction des professionnels. Donc, ce mouvement de centrage des intérêts sociaux sur la parentalité, on voit qu'il est hétérogène, qu'il est multiforme. Hein, il participe de cette cristallisation d'un dispositif de parentalité qui va mettre en correspondance les réponses associatives dans un premier temps avec les mutations familiales. Donc les années 80, effectivement, c'est les années des réponses associatives. C'est la société civile qui répond. C'est les maisons vertes, les lieux d'accueil enfants-parents, c'est les crèches parentales, c'est la médiation familiale qui arrive, les points rencontres, les espaces rencontres dans les cas de séparation conjugale, les espaces de parole pour les parents, etc. Il y a tout un ensemble, bon, l'ACEP, d'initiatives qui se développent, qui viennent de la société civile.
Les années 90, c'est la reconnaissance par les institutions du bien fondé de beaucoup de ces fonctionnements associatifs et donc la volonté de l'État de les soutenir dans la mesure du possible et si possible en déléguant à la société civile un certain nombre des fonctions qu'il ne peut plus occuper. Et donc, progressivement, la fin des années 90 et les années 2000, ça va être la mise en réseau et la tentative de coordination entre ces différentes actions. Donc les années 2000, ça va être une tension de mise en réseau, de coordination, qui est traversée par la contradiction de la montée des politiques sécuritaires. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose de très conflictuel, qui va trouver son point d'orgue au milieu des années 2000, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il y a des préoccupations institutionnelles de gestion sociale des familles. Il y a une volonté politique d'harmoniser, de coordonner les multiples interventions sur la parentalité, sans pour autant que ces préoccupations institutionnelles soient rattachées à une évolution de l'école qui s'effectuerait en parallèle, autrement que par la création des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité l'année suivante. Vous savez que c'est en 2000 que donc les classes sont créées qui visent à l'accompagnement à la scolarité, mais qui ne visent pas directement le fonctionnement de l'éducation nationale. Il faudra attendre relativement tard pour que des directives officielles soient produites pour que s'ouvre l'école de plus en plus aux parents. La dernière en date étant la circulaire d'octobre 2013 qui explicitement essaye de formaliser une ouverture croissante de l'école aux parents. Et donc ça renvoie un peu en écho à des choses qui ont été dites hier, que effectivement l'école, elle n'est pas dans une co-construction avec les autres partenaires sociaux de son évolution, comme éventuellement on a pu voir cela, par exemple, dans les pays nordiques, mais c'est une autre discussion. Donc, les préoccupations sociales, sociétales, elles prennent acte de la fragilisation conjugale, de l'autonomisation des individus aussi, qu'on a beaucoup évoqué, et elles se recentrent sur les rapports parents-enfants. Ce qui est caractéristique des années 90 et encore plus des années 2000, c'est que l'État et le droit, de plus en plus, va laisser aux adultes la responsabilité d'organiser leurs relations entre eux. Ils se retirent de la gestion des relations entre adultes, à part bien sûr le maintien de grands principes de non-violence, etc. Et il va se focaliser sur le rapport à l'enfant au niveau de la gestion. La normativité va de plus en plus concerner les rapports adulte-enfant et notamment les rapports parents-enfants. Donc, évidemment, est mise en avant l'importance de l'éducation parentale comme participant d'un intérêt supérieur de l'enfant, qu'entre autres, la Convention internationale des droits de l'enfant de 89 avait essayé de formaliser à grands traits, et c'est un peu dans la logique de cette formalisation que de plus en plus les discours sont produits. Donc valorisation à la fois par le politique et par les médias de la relation parentale. Effectivement, la valorisation que les médias font de cette relation parentale et la reprise plus ou moins opportuniste par les discours politiques de l'importance de l'éducation parentale, elle contribue à masquer que de plus en plus dans notre société, effectivement, l'éducation est une co-éducation, je dirais même plus une co-socialisation. Et que donc on est dans une importance croissante d'instances concurrentes en quelque sorte, pas forcément toujours contradictoires, mais concurrentes de ces deux grandes instances d'éducation qui étaient les parents et l'école, avec le développement des modes d'accueil de la petite enfance par exemple, puisque bien sûr le modèle étant devenu le couple à double carrière, les deux parents qui travaillent, les enfants, il faut bien les mettre quelque part en attendant qu'ils puissent rentrer à l'école maternelle. Donc, développement des modes d'accueil de la petite enfance, que ce soit les assistances maternelles ou les accueils collectifs, ou accueil dans la famille. Plus encore, je dirais, la multiplicité envahissante des médias. Aujourd'hui, vous le savez, le temps moyen passé par un individu en France devant la télévision, c'est 3h40, devant la télévision. On ne compte pas les autres médias, les téléphones portables, etc. Donc, le temps moyen passé par un individu et un enfant
devant un écran aujourd'hui, il est extrêmement important. Et on ne peut pas ne pas faire d'hypothèse sur l'impact socialisateur de ces discours, qui sont des discours qui participent de cette socialisation par imprégnation, qui créent une ambiance, mais qui n'est pas du tout une socialisation éducative avec une stratégie derrière, qui est quelque chose qui fait comment notre société, qui est une société à la fois de consommation et une société démocratique, donc qui est prise dans une tension entre le politique et l'économique, transmet beaucoup de ces normes de fonctionnement, et notamment à l'enfant qu'il va être un consommateur dans la société dans laquelle il vit. Bon, là aussi, ça a été évoqué hier, notamment avec la place des médias dans la socialisation des adolescents. Mais on voit bien que ce sont des instances de socialisation dont l'importance ne fait que croître à l'heure actuelle. Donc, d'une certaine façon, les politiques en direction de la famille, elles ont mis en place un familialisme d'État, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ou d'ailleurs dès le début du XXe siècle, avec des variations au fur et à mesure qu'on avançait dans le siècle, qui va glisser progressivement vers ce que j'appellerais un certain parentalisme. C'est beaucoup plus la gestion parent-enfant qui fait aujourd'hui l'objet des préoccupations de l'État. Ça devient la manifestation centrale du familialisme que le parentalisme. Donc le rapport parent-enfant se trouve magnifié. Et donc dans cette représentation des choses qui insiste sur l'importance de l'éducation parentale, on peut dire que le parent se trouve surresponsabilisé. C'est-à-dire qu'il est soumis à un processus de surresponsabilisation. C'est-à-dire qu'on va le rendre responsable de tout ce que fait son enfant, de tous les effets de la socialisation, qui par ailleurs, et comme je viens de le dire, est une socialisation multiple, et une socialisation qui, en plus, est très largement tributaire des rapports sociaux à l'intérieur desquels sont prises les familles. Parce que, évidemment, on sait très bien que les capacités éducatives des parents, la capacité qu'ils vont avoir à pouvoir suivre les devoirs de l'enfant, etc., on l'a évoqué hier à propos des situations populaires, est très largement liée à leur situation économique et sociale. Donc, en fait, on se trouve dans une surresponsabilisation du parent. C'est à lui qu'on va d'abord imputer tous les échecs de son enfant, les éventuelles dérives qu'il pourra mettre en acte dans l'espace public, sans tenir compte donc chez ces zélateurs de la dimension parentale, ni du poids croissant des autres instances de socialisation, ni de la façon dont l'insertion dans les rapports sociaux surdétermine en quelque sorte les capacités éducatives des parents. Donc on est effectivement dans un discours qui se révèle particulièrement insidieux et néfaste en direction des parents, avec bien sûr le fer de lance, cette idée qu'il y a une démission des parents compte tenu de ce qu'on peut constater comme incivilité dans l'espace public. Donc vous voyez, c'est ma dernière partie, il y a des points de tension, enfin mon avant-dernière, mais il ne faut pas que je parle trop longtemps. Il y a des points de tension et des contradictions dans la gestion de la parentalité. C'est vrai que la préoccupation sociale à l'égard de la parentalité, elle trouve son origine dans des logiques différentes. Elle tente de mettre en œuvre une coordination, une interdépendance entre les actions qui se manifestent dans un premier temps donc avec la création des REAP en 1999, puis la création des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en 2000, les classes, et elle est réaffirmée à la fin des années 2000 avec la création du Comité national de soutien à la parentalité en novembre 2010. Et sa déclinaison dans des comités départementaux, donc dans les années suivantes. Donc vous voyez que l'éducation nationale, d'une certaine façon, elle va essayer de se greffer sur ce mouvement en ouvrant progressivement l'école aux parents, mais d'une façon qui, semble-t-il, reste assez maladroite compte tenu de la logique institutionnelle de cette énorme institution que certains ont pu comparer à un certain nombre de choses, dont par exemple un mammouth. Alors, bon, l'objectif de coordination et de régulation du Comité national de soutien à la parentalité, s'il est posé un peu de la même façon que pour les REAP 10 ans auparavant,
En même temps, il a une volonté beaucoup plus large, puisqu'il va porter sur la mise en correspondance, notamment de 3 dispositifs privilégiés, les réap, les classes et la médiation familiale, entre autres, ceux-là apparaissant comme les plus importants. Donc, dans cette optique, comme l'énonce le décret portant création du CNSP, je cite, « Il favorise la coordination des acteurs ». Alors, c'est toujours intéressant de voir les objectifs qui sont donnés dans les textes et de les comparer après à la façon dont ils sont mis en acte sur les terrains, bien sûr. « Il favorise la coordination des acteurs, veille à la structuration et à l'articulation des différents dispositifs d'appui à la parentalité, afin d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des familles. Il veille à ce que ces dispositifs s'adressent à l'ensemble des parents. » Donc vous voyez que bon, c'est tout à fait explicite. Il y a un objectif de positionnement généraliste qui est explicitement posé, traiter l'ensemble des parents, mais on peut se demander s'il ne s'agit pas là, en quelque sorte, d'une sorte de vœu pieux, tant le fonctionnement des nombreux dispositifs à l'œuvre continue à s'appuyer sur une double différenciation interdépendante entre les milieux sociaux et entre les genres. C'est ce que je dénonçais un peu dans Soutenir et contrôler les parents, en montrant que les politiques publiques entérinent l'idée commune, par exemple, selon laquelle la conciliation vie familiale, vie professionnelle, c'est avant tout une question qui concerne les femmes, puisqu'au fond, ça reste dans leur nature de s'occuper des enfants et du foyer. On voit la vision commune, elle est naturaliste. C'est-à-dire que le naturalisme, c'est vraiment une façon spontanée d'interpréter l'ordre des choses et l'ordre du monde. Et donc, la conciliation vie professionnelle, vie familiale, elle s'adresse aux femmes. Et beaucoup d'hommes sont tenus à l'écart de ces dispositifs, même si, à l'heure actuelle, on essaye d'essayer de modifier un petit peu cela. La question du genre donc, dans la parentalité, des choix entre père et mère quant au partage de rôles à l'intérieur de la famille, quant à l'égalité professionnelle, ça demeure donc une question centrale et ça fait de l'accueil de la petite enfance effectivement un des enjeux aussi crucial qui conditionne aussi des changements profonds dans la réalité de l'égalité professionnelle. Donc on voit bien que effectivement le fonctionnement à l'intérieur de la famille et le fonctionnement des autres sphères publiques et de l'État, tout cela c'est lié. Et on est toujours dans des représentations d'une répartition sexuée des fonctions, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie familiale, où d'une certaine façon, le travail gratuit de soins incombe aux femmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, avec mes 2 collègues, on a voulu faire écrire ce petit ouvrage sur une reconfiguration des fonctions parentales. Donc, dans cette perspective, la nouvelle implication des pères dans l'éducation, qui est prônée par certains discours médiatiques, qui est portée aussi par les politiques publiques, elle s'avère quand même assez ambiguë. Parce que si on n'y prend pas garde, il va s'agir généralement, lorsqu'on parle de l'implication des pères dans l'éducation, de requalifier les pères dans leur fonction d'autorité, plus que dans leur rôle nouveau de soin. Or, les pères d'aujourd'hui, ce sont des pères qui soignent leurs bébés autant que les mères. L'un des indicateurs de cette nouvelle proximité des pères aux enfants, c'est le portage dans l'espace public. Moi, quand je me balade dans l'espace public, je vois des choses que je ne voyais pas du tout quand j'étais enfant. Des pères qui portent leurs enfants contre eux, qui les poussent dans leurs poussettes, même qui font leur footing avec des poussettes à 3 roues là, en poussant la poussette. C'est assez étonnant, quoi. Quand on est suffisamment ancien pour avoir une expérience de ce qu'étaient les choses il y a 40 ou 50 ans, effectivement, les choses ont beaucoup changé. Il y a une nouvelle implication des pères dans la proximité aux bébés et aux jeunes enfants qui n'est pas tellement reprise dans les discours publics et dans les politiques publiques. On est toujours dans une représentation. Si on veut requalifier les pères, c'est dans leur fonction d'autorité. Alors que les femmes qui élèvent les enfants en situation monoparentale, elles nous ont bien montré que la fonction d'autorité était tout à fait capable de la tenir et de façon efficace. Donc l'autorité, ça n'a pas de genre, malgré ce que certains continuent à nous seriner à longueur d'émissions télévisées. Donc, ce constat, il n'est pas très novateur, mais il y a bien effectivement cette constance dans les discours, notamment quand ils visent les couches populaires, qui est quand même assez gênante.
Donc ça pose question quant à la capacité des institutions à harmoniser en quelque sorte leur stratégie d'encadrement de l'évolution sociale autour de ce modèle de la démocratie familiale qui est devenu le modèle social dominant, qui prône l'égalité entre les sexes, l'autonomisation et la responsabilisation des individus, et qui a besoin pour fonctionner de la communication, du dialogue à l'intérieur de la famille, comme permettant la régulation de ses objectifs. C'est d'ailleurs aussi le titre d'un de mes ouvrages, le dialogue familial, un idéal précaire. Effectivement, dans le modèle de la famille démocratique, on a besoin du dialogue pour que ça fonctionne, mais on voit bien que ça reste un idéal précaire, compte tenu des conflits, et notamment de la fréquence des conflits conjugaux et de la fréquence des séparations conjugales. Donc on est effectivement dans la mise en œuvre d'une certaine façon à l'intérieur de la famille d'une utopie qui est celle de la famille démocratique, l'imaginaire, le rêve, dont parlait mon collègue. Et on voit bien que de toute façon les sociétés elles fonctionnent sur l'utopie. Si on n'a pas d'utopie à mettre en œuvre, on n'est plus rien, quoi. On est dans une recherche de sens que certains ressentent particulièrement vivement aujourd'hui, justement ceux qui ont des difficultés d'intégration sociale. Et bon, ça renvoie aussi à des choses qui ont été dites auparavant. Bon, les choses, de mon point de vue, se sont un peu améliorées malgré la baisse de popularité du président de la République. Le changement de majorité politique en 2012, s'il semble favoriser la mise en œuvre plus facile d'un tel positionnement des politiques familiales, il a mis aussi particulièrement en évidence les tensions qui divisent la société civile en la matière, notamment évidemment à l'occasion du débat sur le mariage pour tous, et plus récemment encore sur ce qui serait l'introduction d'une pseudo-théorie du genre à l'école, dans les cours de SVT de première. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate la résurgence à ces occasions des positions les plus réactionnaires et naturalistes qui sont portés par les mouvements d'extrême droite et par les intégrismes religieux. Oh, ça fait peur. Moi, j'ai vu ressurgir des choses que je croyais enfouies depuis les années 70. Ça m'a fait un choc quand même. Donc, effectivement, ça exhibe les difficultés que peuvent rencontrer les politiques publiques à accompagner une évolution sociale qui apparaît, de ce point de vue-là, extrêmement controversée. Donc, effectivement, les indécisions, les atermoiements récents de la gestion politique face notamment à l'utilisation de l'assistance médicale à la procréation ou de la gestation pour autrui, pour tous en quelque sorte, ont conduit au report de la discussion et du vote de la loi famille qui était prévue en 2014, donc qui a été reportée en 2015. Donc ça met en évidence à quel point la question des rapports entre le genre, les orientations sexuelles et la socialisation des enfants, elle est devenue un point de focalisation des tensions qui sont inhérentes au processus de démocratisation de la famille. Donc on est là, comme dirait le regretté Reiser, qui pour les jeunes qui ne l'ont pas connu, évidemment, parce qu'il est mort très précocement, était un dessinateur satirique de bandes dessinées extrêmement percutant. On vit une époque formidable. C'est le titre d'un de ces recueils de BD que je vous conseille de lire si vous avez l'occasion. Donc en conclusion, je dirais que le genre, je vais terminer là-dessus, c'est le point aveugle de la socialisation. En fait, c'est l'ensemble de ces considérations dont je sentais monter le caractère non seulement paradoxal, mais je dirais potentiellement conflictuel, qui m'ont amené à m'intéresser de façon plus approfondie à la question de la production et de la diffusion de la normativité corporelle et de genre dans le processus des socialisations des enfants. Parce qu'effectivement, si on se dit, mais la violence de ces réactions que l'on peut voir dans l'espace public, c'est que les choses, elles ont été marquées, inscrites très tôt, incorporées, comme dirait Bourdieu ou d'autres, à l'intérieur de l'individu, et que les réactions sont des réactions qu'on qualifie d'épidermiques, mais qui sont extrêmement intériorisées par certaines personnes, et les points de conflit sont très importants. Donc ça a débouché sur cet ouvrage qui est en fait le compte-rendu d'une recherche ANR, l'appel d'offres ANR Enfance, qui a été lancé il y a 3 ou 4 ans. Cet ouvrage Corps sexué de l'enfant et normes sociales, qui a interrogé en quelque sorte la complexité des positionnements sociaux à l'égard
d'une dimension qui finalement apparaît tout aussi clivante que l'appartenance à un milieu social, qui est l'appartenance à un genre. Avec cette caractéristique que cette dimension du genre, elle apparaît beaucoup moins visible du fait de son apparente naturalité, puisqu'elle exhibe le corps en fait comme étant un marqueur incontournable de la différence des sexes, et donc elle renvoie les différences sociales qui sont associées au genre à l'ordre de la nature. Donc à partir du moment où c'est naturel, ça n'a plus à être questionné. Autrefois, on renvoyait ça à Dieu. À partir du moment où ça avait été voulu par Dieu, on ne peut pas le questionner. Maintenant, on peut le renvoyer à la nature. Donc les débats actuels, ils montrent, s'il en était besoin, à quel point cette dimension, elle reste du genre, du sexe, elle reste fondatrice de l'ordre social, comme l'ont évidemment bien montré l'ensemble des travaux anthropologiques, et je pense notamment aux successeurs de Lévi-Strauss, aux successeurs au pluriel, que ce soit Ballandier d'une certaine façon, François Héritier, Maurice Godelier, par exemple. Donc la mise en perspective de l'ordre antérieur que réalise la démocratisation de la famille à partir des années 70, elle a pu être accompagnée avec plus ou moins de célérité par le droit, du fait que, comme l'a bien montré Jacques Commaille, le droit s'est progressivement détaché au cours du XXe siècle de la référence à des grands principes philosophiques ou moraux pour se donner beaucoup plus comme mission d'accompagner et de réguler les évolutions sociales. On passe d'un droit sur plomb blanc à un droit beaucoup plus immanent qui essaye de suivre les évolutions sociales et de les encadrer dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, de ce fait, mettre en œuvre plus ou moins vigoureusement un féminisme d'État, donc qui s'attache à la mise en chantier de l'égalité entre les sexes, ça s'avère une mission d'autant plus délicate que, d'une part, tout un ensemble de choses y résistent. L'organisation sociale, le marché du travail, notamment, bien sûr, de multiples acteurs de la société civile qui résistent à un tel chamboulement, on en a eu les expressions récemment, et que d'autre part, les progrès médicaux ont rendu possible, et ça c'est la double tension, une autre tension, une intervention sur le processus de procréation qui bouleverse évidemment les certitudes sur lesquelles les positions se sont ancestralement élaborées. Depuis 1982, je vous rappelle, 1982 en France, c'est la naissance d'Amandine, premier bébé éprouvette. Donc depuis, il y a de plus en plus de naissances grâce à l'assistance médicale à la procréation chez des couples inféconds. Notamment avec la possibilité de faire appel à un tiers donneur de gamètes. Donc ça va remettre en question tout un ensemble de certitudes antérieures. Le droit fonctionnait sur cette idée que la mère était certaine et que, ma foi, c'était le père qui était incertain. Donc on allait dire que c'était le mari, le père des enfants d'une femme. C'est ça la fonction du mariage, que d'attribuer un père à des enfants. La première fonction que le doyen Carbonnier désignait comme étant celle du mariage. Donc effectivement, aujourd'hui, les progrès médicaux ont complètement remis en perspective ces certitudes antérieures. Avec l'ADN, on peut définir avec certitude qui est le père biologique de l'enfant. Et si une femme bénéficie d'un don d'ovocytes, qui est la mère biologique de l'enfant? Est-ce que c'est celle qui a donné l'ovule et transmis ses gènes à l'enfant, ou est-ce que c'est celle qui a porté le fœtus et accouché? Là, il y a une mise en abîme. Les certitudes antérieures éclatent. On est donc dans une double confrontation à l'heure actuelle dans cette reconfiguration des fonctionnements familiaux extrêmement complexes, entre d'une part une évolution des mœurs extrêmement forte qui est portée, on pourrait presque dire ça remonte aux philosophes libertins du XVIIe siècle, depuis Cyrano, qui est portée par le mouvement d'individualisation, de démocratisation avec la Révolution, etc., la Troisième République. Donc tout ce mouvement extrêmement fort d'évolution des mœurs qui aboutit finalement à une démocratisation de la famille dans la deuxième moitié du XXe siècle, et puis à côté une évolution des progrès scientifiques qui font que les choses sont aussi bouleversées de ce point de vue-là. Et donc aujourd'hui, les facteurs et les dimensions d'évolution sont tellement importants qu'on peut comprendre que les gens aient l'impression d'une perte de repère.
Je dis bien et l'impression, parce que ce n'est pas du tout une perte de repères, c'est une multiplication des repères. Et des repères qui peuvent être tout à fait contradictoires entre eux, puisque le modèle antérieur continue à fonctionner pour un certain nombre de personnes, et les modèles nouveaux viennent proposer d'autres clés d'interprétation des choses. Donc on n'est pas dans une disparition des repères, au contraire, on est dans une multiplication des repères qui sont parfois conflictuels entre eux, et évidemment, chaque individu se retrouve responsable de la façon dont il va composer avec l'ensemble de ces normes qui lui sont offertes. C'est-à-dire chacun est amené à composer sa propre façon de se positionner, son propre couple, sa propre famille, qui va être évolutive, hein, pas seulement parce qu'il est susceptible de se séparer de son conjoint et d'en trouver un autre qui va fonctionner d'une autre manière, donc évidemment ça c'est une évolution induite, mais qui peut même évoluer à l'intérieur de la même famille parce que les positionnements, les représentations évoluent en même temps que la société évolue. Donc on est quand même dans une époque formidable parce qu'aujourd'hui, grâce aux progrès médicaux, 4 générations peuvent coexister de plus en plus, hein, des enfants, des petits, des arrière-petits-enfants jusqu'aux grands-parents. Et chaque génération vit et fonctionne sur un modèle qui est différent de celle qui l'a précédé. Ça, historiquement, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on vit effectivement une époque qui a accéléré en quelque sorte le cours de l'histoire, et notamment du point de vue des fonctionnements privés. Donc, bon, il faut que je revienne sur ma conclusion. On observe à tous les niveaux un discours scientifique, discours médiatique, droit, une tension conflictuelle entre la tendance à l'égalisation des places et des positions, hein, qui mettent en jeu les sexes et les générations, et une tendance inverse à la réaffirmation des différences de genre, qui est appuyée sur ce que certains appellent le roc du biologique. C'est une expression forte, hein, et je vois que mon collègue qui connaît bien la psychanalyse connaît cette expression, hein, le roc du biologique. Donc des polémiques sociales sociales se sont trouvées développées comme révélateurs de cette situation conflictuelle. On a essayé, avec ma collègue juriste, d'en analyser deux. L'affaire d'Outreau, hein, à propos des affaires de pédophilie, donc ça, je ne développe pas. Le mouvement Pas de zéro de conduite, hein, que j'ai évoqué aussi tout à l'heure, et donc que je ne développe pas. Plus récemment, évidemment, les manifestations contre le mariage pour tous, ou bien l'introduction de la pseudo-théorie du genre à l'école, je l'ai évoqué. Du coup, on peut avoir l'impression que les politiques publiques ne savent plus où donner de la tête face à une évolution aussi complexe. Par exemple, alors, c'est ma dernière page, je vous rassure. On est dans les temps. Bon. Une des choses qu'on a analysées, hein, c'est les émissions télévisées pour enfants du matin. C'est intéressant, les émissions télévisées pour enfants du matin, grosso modo, c'est essentiellement des dessins animés qui sont entrecoupés toutes les demi-heures environ, hein, par des publicités, des spots publicitaires. Donc deux types de discours qui sont très différents en fait. Hein. Bon, la gestion sociale, institutionnelle, essaye de réguler ces discours. D'abord, elle va dire pas de publicité plus fréquente que toutes les 30 minutes. Donc il faut qu'il y ait un minimum de 30 minutes d'émission pour enfants avant qu'une nouvelle série de spots publicitaires soit proposée. Donc elle encadre le développement commercial. Mais ça n'empêche pas ces publicités commerciales de produire un discours extrêmement caricatural et stéréotypé sur des rôles de sexe on ne peut plus traditionnels. Un tiers des publicités s'adressent exclusivement à des filles, un bon tiers exclusivement à des garçons, un petit tiers aux deux sexes, autour des jeux de société. Évidemment, l'essentiel de ces publicités sont pour des jouets et des jeux. Et alors, on a un discours vers les filles, c'est du rose, c'est des poupées, c'est des musiques douces, c'est de la référence au romantisme, au passé, aux princesses. Un discours pour les garçons, c'est des motos, c'est des combats, c'est de la vitesse, c'est le futur. Mais c'est hallucinant. La stéréotypie de ces publicités est un peu mise un peu atténuée évidemment par les publicités pour les deux sexes où là les choses sont moins manifestes. Mais c'est beaucoup plus caricatural que les publicités pour adultes qui sont déjà assez caricaturales dans leur genre. J'avais travaillé dessus il y a une dizaine d'années. Pour les enfants, c'est vraiment... C'est impressionnant, quoi. Le rose et le bleu, ça fonctionne, hein, ça je peux vous le dire.
en plus, et c'est marrant parce que ces spots publicitaires, il y a une certaine catégorie de spots qui sont tout à fait différents, qui ont une visée éducative. C'est les spots produits par l'INPES, qui visent la lutte contre la sédentarité et contre la malnutrition. Donc ça va être les célèbres manger et bouger, 5 fruits et légumes par jour, 30 minutes de marche rapide, vous connaissez, puisque vous êtes comme moi soumis aux campagnes de prévention, ces nouvelles directives qui sont mélangées aux spots commerciaux. En parallèle, les discours des dessins animés. Mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression que les directives plus ou moins explicites à l'égard des concepteurs de dessins animés, qui mettent en avant un objectif, je dirais, politiquement correct, d'égalité garçon-fille, vont amener à promouvoir dans ces dessins animés un certain nombre de figures féminines positives, dotées de qualités qui, jusque-là, étaient plutôt réservées aux garçons. Donc on a des filles qui sont courageuses, indépendantes, intelligentes, qui prennent le pas sur les garçons, qui eux sont parfois plutôt benets, passifs, qui ne sont pas toujours très bien valorisés. Alors on a effectivement une surreprésentation des garçons, il y a 2 tiers de garçons pour 1 tiers de filles, mais les figures féminines sont souvent particulièrement mises en avant et soignées, avec donc la promotion de figures féminines positives qui sont là manifestement pour servir de figure d'identification aux petites filles. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a bien cette tension entre un mouvement d'égalisation des choses qui est assez complexe, puisque bon, le discours reste met d'abord majoritairement en scène des garçons, mais valorise des positions de filles avec des qualités qui autrefois étaient accordées seulement aux garçons. Et les garçons qui, au contraire, sont moins systématiquement valorisés. Donc, il y a quand même une reconfiguration du discours, ce qui contraste tout à fait avec les publicités qui, elles, sont très stéréotypées. Donc, on est dans des luttes, en fait, des luttes de discours qui semblent assez intéressantes. Et donc, ça prend un peu... Ça se distingue des analyses antérieures de la stéréotypie traditionnelle des bandes dessinées pour enfants que certains de mes collègues avaient mis en avant, que ce soit Bruegel ou Cromer. Donc, en définitive, partout, la gestion sociale se trouve confrontée à une nécessité de régulation de processus contradictoires qui mettent en jeu la socialisation des enfants dans des combinaisons multiples entre le milieu social et le genre, et de façon spécifique selon les instances de socialisation. Selon les types de discours, on n'a pas le même, on a toujours cette tension entre ces 2 logiques, mais on n'a pas le même type de configuration. Donc la régulation, qu'à l'évidence les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à maîtriser, voilà, elle rencontre plutôt cette difficulté de régulation des expressions conflictuelles de ces logiques dans l'espace public. On est dans un espace éminemment conflictuel, où des discours contradictoires sont en opposition et en concurrence, ce qui produit évidemment des injonctions paradoxales, des double bind qu'on avait évoqué aussi hier, notamment en direction des professionnels et des bénévoles de l'éducation, du soin et du social. Parce que justement, je dirais, le modèle néolibéral, il va être, de renvoyer vers la société civile un certain nombre de services qui autrefois étaient pris en charge par l'État, de renvoyer vers les individus la responsabilité. Non seulement la responsabilité de leurs actes, mais aussi, et c'est peut-être plus grave, la responsabilité de leur situation. Et donc, on est dans un processus de culpabilisation et aussi dans un processus qui va essayer de les rendre capables, et je reprends ici l'expression empruntée à Donzelot, en demandant aux individus d'intérioriser en quelque sorte les normes sociales. Ce qui, bien sûr, va devenir problématique pour ceux qui sont en situation de non-intégration, et je pense notamment à ces jeunes qui sortent en échec de l'école et qui ne voient aucun avenir devant eux, et on n'a pas beaucoup à s'étonner si quelquefois ils manifestent des actes d'incivilité ou d'agressivité dans l'espace public compte tenu de l'avenir qui leur est complètement barré. Voilà, je vous remercie.